Bonjour à tous et bonjour à nos invités aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Alexander Picavet, je suis le secrétaire général des alumni d'IMT Nord-Europe, Alumni. Et IMT Nord-Europe Alumni fait partie du réseau des alumni Min+. Donc Min+, c'est 30 000 alumni en France, issus des écoles de IMT Nord-Europe, Albi et Alès. Et donc aujourd'hui, on est ravis de vous accueillir pour un deuxième événement en fait, dans le cadre de notre partenariat avec l'entreprise Capgemini, aujourd'hui représentée par Catherine de chez Frog, qui vous expliquera son parcours. Donc le cycle innovation est un cycle en plusieurs épisodes. Le premier épisode a eu lieu sur le campus de Douai il y a déjà quelques semaines avec un alumni refresher et donc des experts de Capgemini sont venus donner les nouvelles tendances de l'IA et également un professeur, un académique de l'école. Donc aujourd'hui, on a un autre sujet, un sujet qui tourne autour de l'open innovation et comment développer des écosystèmes autour de l'innovation avec deux alumni ici présents. Donc on a d'abord William de Cellnex et puis Antoine de Cast, fondateur de Cast, et qui vont présenter leur parcours également. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que tout d'abord, vous allez vous présenter et puis après on fera un échange, on a quelques questions et puis on va essayer d'illuminer nos alumni sur cette thématique de l'open innovation. Alors d'abord de l'innovation, on en fait tout le temps et donc on en fait aussi aujourd'hui. On en fait aujourd'hui pourquoi ? Alors d'abord on remercie l'IMT. L'IMT c'est notre maison commune. Aujourd'hui l'IMT nous accueille sur son stand au salon Vivatech et donc c'est pour ça que vous entendez un peu les bruits de fond. Donc on est sur le stand Vivatech aujourd'hui pour cette journée du vendredi. Et également, c'est une autre innovation parce que c'est le premier format webcast. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais donc on sera diffusé en ligne et vous pourrez écouter, réécouter ce webcast, cette émission. Et donc, au-delà des webinaires que nous faisons autour des thèmes de la transition, nous faisons également des alumni refreshers, j'en ai parlé. Nous animons également des webinaires suite à la parution de notre magazine Minerai que vous recevez tous puisque vous êtes tous cotisants. Si vous ne l'êtes pas, cotisez. Et donc former et informer, c'est aussi une de nos vocations au sein des alumni et toutes nos actions mènent à soutenir nos écoles et nos élèves. Et donc merci à tous et sans plus attendre, je vais d'abord laisser la parole à Catherine de chez Capgemini Frog, elle nous le dira, pour se présenter. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis très contente d'être là pour ce premier webcast. Donc je suis Catherine de chez Capgemini. Ça fait 20 ans que je fais du management de l'innovation. Et donc chez Capgemini, le grand groupe Capgemini, je suis dans l'entité effectivement Capgemini Invent, donc la partie conseil. Et au sein de cette entité Capgemini Invent, on a une entité qui s'appelle Frog, qui est l'agence de l'innovation par le design, qui cherche à développer effectivement toutes ces nouvelles expériences, ces nouveaux services pour toutes les industries, finalement, tous nos clients et sur lesquels on encourage tous les élèves actuels et les alumni de venir travailler avec nous. Et ce sujet de l'open innovation, vraiment important aujourd'hui à Vivatech, mais aussi au quotidien, on le voit, on ne se pose plus la question est-ce qu'il faut innover, on doit innover, comment et avec qui. Et donc ce sujet d'open innovation, c'est parce qu'on est convaincu qu'il faut innover ensemble, que ce soit avec différentes entreprises, avec différents corps de métier. L'ingénieur d'aujourd'hui n'est pas l'ingénieur d'hier. Et il faut effectivement les différentes cordes à nos arcs pour innover ensemble et inventer le futur de demain. Donc je vous en reparlerai après la présentation de mes Parlons d'ingénieurs d'aujourd'hui. Voilà. Alors un autre ingénieur d'aujourd'hui, c'est donc William. Donc William, tu travailles chez Cellnex et puis je vais te laisser te présenter ton parcours et ce que tu fais autour de l'innovation chez Cellnex. Très bien, ok. Je m'appelle William Diego, je suis à la promo FE 2011. Depuis la sortie de l'école, je travaille autour des écosystèmes d'innovation. Donc j'ai passé une bonne dizaine d'années chez Orange dans les aspects innovation. Puis il y a quelques années chez Cellnex Telecom, je continue sur les sujets innovation. Donc chez Cellnex Telecom, je fais partie de l'équipe innovation. On est présent dans 10 pays, donc on gère un peu des projets à long terme, moyen et court terme en fait. Et on alimente aussi les différents business lines, product lines
et on essaye d'apporter cette touche d'innovation pour avoir de la différenciation dans les produits qu'on propose à nos clients finalement. Voilà. Et bon, très content de parler d'innovation aujourd'hui avec vous. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle j'ai choisi les parcours Télécom Lille à l'époque, IMT Lille Europe, c'était parce que cet aspect innovation était quand même quelque chose d'important dans les diplômes que j'avais suivis à Télécom Lille. Donc voilà, jusqu'à maintenant, je continue dans ces domaines d'innovation et content de discuter avec vous sur ce sujet. Eh bien, un autre ingénieur d'aujourd'hui pour une innovation d'aujourd'hui et de demain, donc Antoine, fondateur de Cast. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours et quelles sont tes accroches avec l'innovation ? Ça marche. Bonjour à tous déjà et merci pour l'invitation parce que pareil que William, je suis très heureux d'être ici pour pouvoir parler d'innovation appliquée de mon côté. Moi je suis diplômé de l'IMT en 2004. À l'époque, ça s'appelait Télécom Lille, c'était l'école qui avait déjà changé de nom, je pense à peu près 2 ou 3 fois. Et depuis, j'ai lancé une entreprise qui s'appelle Cast. Et Cast, c'est une société spécialisée dans l'animation commerciale en digital. Donc en bref, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du live commerce ou du live shopping. On a dépoussiéré, on va dire, le télé-shopping et on le diffuse maintenant sur les sites e-commerce de nos clients, sur les réseaux sociaux et en plus sur des partenaires médias. Et moi, le lien avec l'innovation, en fait, il est clé. Parce que c'est ce qui a permis de développer justement l'activité de l'entreprise. Mais j'aurai l'occasion d'en reparler juste après. Merci beaucoup. Alors on va commencer, on va rentrer tout de suite dans le débat, enfin en tout cas dans le sujet. Et donc peut-être la première chose, alors je me tourne vers Catherine parce que tu dois expliquer aussi à tes clients aujourd'hui et nous on a besoin de savoir, et puis on est ingénieur, on aime bien avoir les définitions. Et donc comment tu définirais aujourd'hui l'innovation, enfin l'écosystème d'innovation ou l'open innovation? Je ne sais pas si écosystème d'innovation c'est un peu la traduction française. Comment tu le définirais et pourquoi aujourd'hui c'est si important et que c'est un thème d'actualité? Alors tout à fait. Donc effectivement, il y a beaucoup de définitions de qu'est-ce que l'innovation. Mais l'innovation, c'est amener une invention sur le marché. Et l'open innovation ou l'innovation ouverte ou travailler en écosystème d'innovation, c'est aussi amener ces innovations qui sont aujourd'hui produits, services, process, mais aussi méthodologie et innovation d'organisation. Comment on amène ça sur le marché pour vraiment apporter de l'impact. Au début, avec la révolution industrielle, vraiment, les nouvelles technologies et le métier de l'ingénieur permettaient de faire des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, et aussi aujourd'hui, il y a plein de technologies qui sont disponibles, mais comment on les met en œuvre et comment on transforme, on propose de la valeur, comment on a un impact avec ces nouvelles technologies. Et pour faire ça, pareil, avant, l'innovation, c'était très associé à la R&D. L'innovation était très R&D. Maintenant, on le voit et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations qui ne sont pas que R&D, qui sont aussi marketing, qui sont aussi organisationnelles. Il y a des startups qui ont des super pépites techniques, technologiques, qui se mettent avec un grand groupe. L'exemple de Cast est un bon exemple où on travaille ensemble, donc en écosystème, start-up, grand groupe, petite entreprise, grande entreprise, académique aussi, avec les chercheurs. Et on travaille ensemble pour proposer ces expériences, ces produits, ces services de demain. Donc voilà, donc, ce qui est important à garder en tête, c'est effectivement qu'on n'innove pas pour innover, on innove pour effectivement impacter et proposer de la valeur durable dans le temps pour que nos entreprises respectives aient toujours quelque chose à proposer demain à nos clients. Pareil, Open Innovation, c'est aussi parce qu'on innove de plus en plus avec nos clients. On va avoir les exemples, je pense, de William et d'Antoine. Maintenant, on innove aussi pour proposer, pour répondre à un pain point, à un besoin marché. Avant, effectivement, on construisait une voiture pour aller plus vite. Aujourd'hui, on construit une solution de live commerce parce que les habitudes d'achat ont évolué. Voilà. Donc, définition, c'est vraiment amener sur le marché quelque chose de nouveau et open innovation parce qu'on le fait ensemble, en collaboration. Les frontières sont un peu plus floues et il faut le faire ensemble pour proposer des choses à
nouveaux marchés, à ces nouveaux consommateurs. Donc on sort un peu du cantonnement classique où on le voyait, la recherche et développement, les produits, etc. Et puis tu disais d'ailleurs tout à l'heure en préparation du webcast que finalement une entreprise qui amènerait ne serait-ce qu'un business model ou un modèle d'affaires différent, c'est aussi de l'innovation. Et c'est de l'innovation par rapport à ses partenaires et par rapport à ses clients. Donc finalement c'est très vaste. Tout à fait, c'est très vaste. Et donc je rebondis là-dessus, puis je voudrais demander à William aujourd'hui, pour toi, quelles seraient les ressources nécessaires au sein, j'allais presque pas dire entreprise, parce que finalement c'est déjà borné, au sein d'un écosystème ou au sein d'un projet, en fin de compte, d'un projet, quelles seraient les ressources à mobiliser, qu'elles soient humaines, financières, et comment on fait pour les mettre en œuvre là, Catherine en a cité plein, les clients, les fournisseurs, les écoles, etc. Donc comment on les identifie et comment on va les chercher, comment on les anime? Alors, je pense que c'est une très bonne question et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on doit prendre en compte lorsqu'on fait de l'innovation ouverte, en fait. Comment accéder à toutes ces ressources et surtout comment profiter de l'écosystème d'innovation qui existe. Parce qu'il y a plein d'écosystèmes. Alors, dans mon expérience, dans des grands groupes type Orange, l'avantage dans ces genres d'organisation, c'est que l'innovation ouverte, l'open innovation a déjà une place assez importante. Donc, du coup, l'organisation a déjà des ressources un peu allouées, sont déjà inclus ces genres d'approche dans la façon comment résoudre les problèmes pour les clients, identifier un peu les problématiques et profiter pas uniquement de l'innovation en interne, parce que chez Orange, il y a pas mal de ressources en interne, sinon aussi amener de l'innovation qui existe ailleurs. Et je pense que dans des grands groupes, c'est quelque chose qui est un peu par défaut. Ce sont déjà des ressources assignées, des personnes, des écosystèmes un peu identifiés dans lesquels on fait de l'innovation selon les besoins des différents clients. Donc, je pense que de ce côté-là, c'est un petit peu plus facile de s'organiser. Dans les plus petits groupes, tels que Cellnex actuellement, en fait, on n'est pas beaucoup à faire de l'innovation. Donc, du coup, c'est important de partir des besoins clients. Donc, du coup, en fait, ce que nous faisons concernant l'innovation ouverte, c'est d'abord discuter avec les product lines, donc les lignes de produits, voir quels qui sont actuellement comme produits, pouvoir alimenter, travailler avec eux, avec leurs besoins. Et une fois qu'on a identifié un peu quelques sujets sur lesquels l'innovation pourrait apporter de la différenciation de façon assez rapide, on peut essayer de profiter de cet écosystème un peu externe. Donc du coup, dans mon expérience chez Cellnex Telecom, on travaille beaucoup, surtout en Espagne, avec un écosystème d'un côté académique, parce qu'il y a pas mal d'innovations assez long terme côté académique. Donc il y a plusieurs projets de recherche. Donc on participe dans quelques projets. Alors on n'a pas beaucoup de ressources, mais la façon comme on participe, c'est plutôt d'apporter ce qu'on a actuellement. Donc ça peut être l'expérience qu'on a dans tout ce qui est la partie business, soit identifier un peu les besoins qu'on a. Donc du coup, on apporte les besoins comme point d'entrée pour explorer des solutions un peu d'innovation pour les académiques. Et ensuite, on profite un peu aussi de cet écosystème pour faire des partenariats avec d'autres entreprises qui rentrent un peu dans ces contextes d'innovation ouverte. Donc ça peut être des startups, des entreprises un peu de la même taille, même des grands groupes en fait. Donc je pense qu'il y a plusieurs façons de faire. Je pense qu'il y a aussi, chaque pays a un peu une façon différente d'organiser cette innovation ouverte. Je pense qu'ici en France, il y a quand même pas mal d'écosystèmes. On voit un peu les réseaux IMT, il y a pas mal d'initiatives autour des comment les alumni, comment les élèves des écoles pourront apporter à l'innovation. Et donc on profite les différentes formations pour monter des projets, etc. Il y a aussi des incubateurs au niveau régional, au niveau pays, etc. Donc c'est des façons comment explorer un peu, profiter un peu de cette richesse d'innovation et des sujets sur lesquels on travaille. Et mon rôle côté Cellnex, c'est aussi d'explorer ça en fait. Donc on contribue pas mal avec soit des écosystèmes type systématique ici en Île-de-France, au niveau un petit peu plus France, avec Business France, pour avoir un peu quel type de start-up on peut utiliser ou explorer ou collaborer avec pour avoir de l'innovation dans nos produits finalement. Et aussi, il y a pas mal de financements au niveau européen, donc on participe à des fonds, pas nécessairement recherche, mais plus le déploiement des nouvelles technologies.
Là, par exemple, nous, on est un peu focalisé sur les voitures connectées du futur et on a profité pour monter quelques projets d'innovation, de déploiement des cas d'usage un peu concrets dans certains pays. Donc, du coup, on profite saisir des fonds qui ne sont pas nécessairement en recherche, mais c'est plutôt focalisé à l'innovation pour qu'elle soit déployée à court terme. Donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de façons de profiter un peu de l'écosystème existant. Il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'écosystèmes. Donc, du coup, à mon avis, la seule façon de pouvoir profiter de ça, c'est d'abord identifier en interne les besoins qu'on a et puis aller chercher un peu tout l'écosystème qui existe autour et en profiter. Le mieux, c'est de discuter avec toutes les personnes, les startups, etc. Et c'est la façon la plus facile d'avancer avec cette façon de travailler sur l'Open Innovation. Et moi, pour compléter ce que tu dis, nous, on est dans un écosystème d'innovation aussi, puisqu'on est à Euratechnologies sur Lille, donc qui est un peu l'équivalent de Station F, mais sur Lille et surtout qui a été créé avant Station F. Et aujourd'hui, il y a justement des services à l'intérieur d'Euratechnologies pour différentes verticales, comme par exemple le retail qui sont nos clients aujourd'hui, et les retailers et les e-commerçants viennent voir justement Euratechnologies pour sourcer effectivement les startups, travailler en collaboration, travailler en réseau, c'est ce que tu disais tout à l'heure Catherine. Et ça c'est vraiment, je pense, une étape en fait hyper intéressante dans l'open innovation et qui permet de taper directement dans cette richesse, cette énergie, ce dynamisme autour des startups. Justement, donc Antoine, toi, quels seraient un peu tes tips, comment favoriser la collaboration entre les différents acteurs? Parce qu'on a vu donc avec William qu'on a une cartographie des acteurs qui est très large et je comprends la plus large possible, de l'académique, les fournisseurs, les partenaires, les clients, etc. Et maintenant qu'on a cette cartographie, on l'a fait travailler. Alors elle évolue dans le temps, j'ai compris ça aussi, j'ai retenu de ce que tu as dit. Après je te questionnerai sur des différences culturelles parce que ça m'a interloqué ce que tu disais là, parce que pour moi je n'avais pas cette vision-là. Ce serait intéressant peut-être d'avoir un exemple. Mais avant ça, une fois qu'on a fait cette cartographie, comment on favorise les échanges, les ponts et comment on connecte un peu les points dans notre Open Innovation? Alors, nous, chez Cast, on a donc en fait l'activité, on l'a créée en 2020. L'entreprise a une quinzaine d'années, mais on a dû pivoter en 2020 avec l'arrivée du Covid, puisque notre ancienne activité n'a pas survécu à la crise, la crise du Covid, et on s'est lancé en fait dans une démarche de co-création à l'époque pour justement aller identifier les pistes de nouvelles activités qui seraient pertinentes pour les clients qu'on ciblait, qui étaient effectivement les e-commerçants et les retailers. Et à l'époque, on a fait une grande co-création, on a fait plus de 300 ateliers et interviews de co-création avec l'ensemble de l'écosystème. Ce n'était pas uniquement des retailers, c'était aussi des entreprises de services, c'était aussi des solutions, c'était aussi tout simplement des indépendants, des experts qui sont venus dans les ateliers qu'on a organisés ou en interview et qui sont venus répondre aux questions de c'est quoi l'animation commerciale de demain. Et donc en fait, c'était le thème qu'on avait posé à la base. Et à partir de là, on a identifié que en fait, les magasins, si vous vous rappelez, il y a 5 ans maintenant, les magasins étaient fermés, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Donc en fait, quand on avait besoin de faire un achat, on ne pouvait pas être conseillé. C'est-à-dire qu'il manquait en fait cette phase de conseil. Donc alors, il y a effectivement les contenus sur Internet, mais parfois on a envie d'aller plus loin, de poser des questions, d'interagir avec une personne qui est vraiment experte. Et c'est là où en fait, on a identifié qu'il y avait une opportunité de lancer de l'animation commerciale en digital. Et à ce moment-là, en creusant, donc on a démarré vraiment dans les 300 ateliers de co-création. Au début, en fait, c'était très vague, c'est-à-dire qu'on était très très ouvert et c'est parfois un peu ambigu parce que les personnes qui participent, elles se disent mais qu'est-ce que je fais là, c'est quoi ces questions? Mais en fait, c'est des questions très ouvertes. Et ensuite, au fur et à mesure, on identifie le besoin un petit peu plus précisément, puis on commence à taper du doigt vraiment le pain point dont tu parlais tout à l'heure, et on commence à structurer une solution. Et à partir de ce moment-là, on est allé justement structurer une solution. Donc au début, c'était juste sur le papier. Après, on a fait travailler notre designer pour justement définir ce que pourrait être la solution de live commerce de demain, parce que c'était la solution qu'on avait identifiée comme pertinente. Et puis, une fois que ça a été validé, donc que les maquettes étaient validées, que l'écosystème avec lequel on travaillait, donc qui était majoritairement représenté par des e-commerçants et des retailers, a dit oui, ça c'est intéressant pour nous. Dans ce cas-là, on a fait ce qu'on appelle un POC, donc en fait une proof of concept, une preuve de concept, qui nous a permis en fait d'avoir quelque chose de matérialisé. Et donc ça, c'était il y a 5 ans. Et le premier live qu'on a fait pour vraiment tester le concept, c'était avec Cultura en juillet 2020, donc il y a quasiment exactement 5 ans. Et on l'a fait sans filet sur leur site avec les moyens du bord, avec une solution qui avait juste 1 mois et demi. Mais ça a fonctionné et à partir de ce moment-là, en fait, quand on a vu l'engouement autour de la solution et qu'en fait tout le travail qu'on avait fait au travers des 300 ateliers et interviews de co-création avait payé, en fait, on s'est dit, ouais, effectivement, c'est vers ça qu'il faut pivoter l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a investi toutes les ressources de l'entreprise
vers cette solution. Et on a vraiment développé, donc on est parti de la preuve de concept, donc du POC, ce qu'on appelle aussi un MVP, donc un produit minimum viable. Et en fait, on l'a développé pour que ça devienne le produit qui est Cast aujourd'hui. Et en fait, il a fallu à peu près 3-4 mois pour sortir de cette phase de MVP et de POC. Et puis ensuite, arriver sur des sites comme Leroy Merlin, Fnac, Darty, Boulanger, Cultura, parce qu'en fait, c'était quelque chose d'hyper pertinent pour eux grâce à la co-création. Donc ça, c'était pour nous vraiment le parcours qui a été... c'est un parcours qui était très opérationnel. Donc nous, on n'est pas du tout on est dans l'opérationnel, dans l'exécution. Et tout ce qu'on a fait a un impact business immédiat, mais j'en reparlerai juste après. Ben, merci beaucoup. Alors du coup, je retiens quand même, parce que Catherine tout à l'heure nous a listé, mais alors plein de définitions, de formats possibles d'innovation. Donc j'en rajoute un. C'est pivoter, c'est innover finalement. Donc, c'est un peu innover, oui. Ça dépend si tu pivotes vers quelque chose que tu connais déjà et auquel cas, ça va. Mais si tu pivotes vers quelque chose que tu ne connais pas, effectivement, c'est l'innovation. Nous, en fait, on a pivoté vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai qu'on ne connaissait pas le live, on ne connaissait pas la vidéo, on avait fait des plateformes de communauté de clients dans le passé, mais en fait, on ne savait pas du tout comment organiser un live. Et vraiment, on a appris tout avec nos clients, vraiment. Et donc, on a eu des super ateliers et on a encore des relations super avec nos clients aujourd'hui, parce que même 5 ans après, on est encore dans cette démarche-là, encore dans cette démarche d'innovation. On fait encore des ateliers de co-création avec nos clients, on les rassemble et surtout, on avance ensemble, on lance des nouvelles offres, on les teste. Parfois, il y en a qui ne fonctionnent pas, parfois, il y en a qui cartonnent. Et en fait, on adapte, on itère au fur et à mesure. Et donc l'innovation est venue du client, donc tout ça, ça m'amène à la question pour Catherine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit comment on les architecture, on les connecte, on les écoute, on peut pivoter, etc. Mais comment on crée finalement cette culture d'innovation ? Alors finalement, j'aurais presque envie de dire pas cette culture d'entreprise, parce que cette culture d'innovation, c'est une culture de open, culture de l'écosystème. Et comment on arrive à la créer, à la faire vivre, à l'animer ? Alors tout à fait, effectivement, cette culture d'innovation, il faut aller au-delà de notre fameux cycle en V dans le temps, qui est toujours très bien pour les produits, mais pour l'innovation ouverte, ça marche un peu moins bien. Et donc il faut accepter de travailler ensemble et de faire ce qu'on appelle beaucoup en design thinking du test and learn, c'est-à-dire on ne va pas inventer un truc, se mettre dans un tunnel et dans 18 mois, on arrive avec notre techno qui est finalement dépassée. Donc c'est vraiment important de changer de mindset, de se dire effectivement on travaille ensemble, on ne travaille pas en relation client-fournisseur, parce que c'est pas ça qui marche, on travaille en win-win, on travaille en co-construction et il faut qu'il y ait de la valeur pour tous les parties. C'est-à-dire, c'est pas le grand groupe qui écrase la start-up et qui dit je caricature, hein, je prends ta techno et puis qui travaille sur mon sujet. C'est pour ça aussi que on voit se développer aussi des associations, des nouveaux standards, des nouveaux critères. C'est-à-dire, il y a des industries qui n'existaient pas. Le live commerce, ça n'existait pas. Donc, quand on a innové les textiles intelligents, si un textile intelligent, on le met dans une machine avec des cailloux parce que c'était le test pour valider que le textile était résistant, les petites bulles d'hydratation, elles ne fonctionnent pas. Donc, quand on innove ensemble et on regarde la valeur générée et le bénéfice, mais on innove aussi un peu les métriques, on innove comment on va mesurer tout ça et travailler ensemble. Un autre exemple, c'est là, avec Capgemini, on a fait un accélérateur en santé digitale, parce qu'en santé digitale, pareil, c'est une industrie qui est un peu, on va dire, qui freine un peu sur l'innovation, parce qu'en fait, la santé, c'est quand même assez des données personnelles, le médical, le secret. Il faut mettre ensemble des médecins, des ingénieurs, des personnes pour connecter tout ça, des patients, enfin voilà. Donc c'est un univers où on s'est rendu compte qu'il fallait mettre aussi, il faut créer ces moments de rencontre et de collectif, créer ces occasions d'innover ensemble et montrer qu'effectivement, il n'y a pas des sachants universels d'un côté et puis les autres, et puis on vous pousse l'innovation et c'est ça qui est bon pour vous. Maintenant, effectivement, on travaille ensemble, on développe la valeur ensemble et on travaille en parallèle sur ces métriques de nouvelles innovations. On n'est plus à... il y a quelques années en télécom, on avait le super téléphone, on avait le fil. Après, on était... on va miniaturiser tout ça. Maintenant, quand on achète un téléphone, on n'est plus forcément à dire c'est quoi les features. C'est
on a l'outil et on imagine ce qu'on va faire avec en co-construisant finalement nos modèles. Exactement. Et puis sans lire la notice, et puis avec tout ce qui est no code, eh ben, voilà, on peut développer, avancer et apprendre à l'usage. Donc c'est ça aussi qui est important de se dire, effectivement, comme William le disait, il y a des différences culturelles dans les pays, il y a des différences aussi culturelles dans les industries. C'est-à-dire, là j'ai donné l'exemple de la santé, parfois on prend aussi l'exemple de la banque, de l'aéronautique. Voilà, on n'innove pas en aéronautique un avion en vol comme on peut se permettre de faire un test avec Cultura sur le site. Bon, si on ne vend pas, c'est pas trop grave. Voilà, donc il faut prendre en compte aussi ces cultures on va dire, de pays, d'industrie et les cultures des partenaires qu'on a autour de la table. C'est-à-dire un patient indépendant n'a pas les mêmes contraintes qu'un hôpital qui a 3000 lits à faire tourner. Voilà, donc il faut aussi, pour creuser et avancer dans cette open innovation, pouvoir se mettre à la place de ces futurs utilisateurs, parce que c'est quoi le maximum lovable product? On a parlé de MVP, minimum viable product, et il y a ces notions aussi de maximum lovable product, c'est-à-dire mon produit, je le développe pour que quelqu'un l'achète, l'utilise, et donc il faut garder en tête ce maximum lovable product. Et puis, effectivement, les autres métriques, comme nous l'a expliqué William, il faut quand même faire un truc faisable, payable, enfin voilà, avec le business model qui va avec. Donc feasible, viable, lovable. Exactement. Et donc je rebondis juste sur ce que tu disais, donc culture d'entreprise ou culture de sectoriel, est évoqué tout à l'heure des cultures éventuellement de pays ou de zones. Enfin, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Alors, tu as parlé de l'Espagne, tu as parlé de la France, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres pays, un exemple de différence, je pense que ça nous intéresse d'avoir un retour. Oui, je pense que là où on voit la différence, c'est dans les projets ou les fonds qui sont investis par les pays dans les projets. En fait, la durée des projets indique beaucoup comment ils voient un peu la façon comment procéder avec l'innovation ouverte. Par exemple, dans des pays comme la France ou l'Espagne, tout ce qui est les fonds pour des projets d'innovation, ils sont à 300. Donc du coup, en 300, il y a pas mal de choses qui changent. Parfois, c'est trop long en fait, pour avoir un projet d'innovation au bout des 300. Donc du coup, en fait, je pense que c'est des échelles qui doivent évoluer un peu. Et c'est un peu le cas des Royaumes-Unis. On a quelques projets en Royaume-Uni dans lesquels les durées des projets sont plus courtes. Normalement, c'est 1 an. Donc, du coup, on a 1 an pour développer un produit ou une solution pour une problématique spécifique. Et du coup, ça incentive les gens à directement aller sur la problématique. Donc, attaquer directement le problème, se focaliser uniquement pour un problème spécifique, un petit peu plus petit parfois, mais on est sûr qu'au bout d'1 an, on a une solution pour cette problématique. Alors qu'en France, en Espagne, c'est un peu différent. La plupart des projets d'innovation sont un peu longs en termes de financement, un peu pays. Au bout des 300, en fait, même la problématique a changé. Les gens ont changé, donc ça, c'est un peu trop longtemps pour des projets d'innovation. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a des différences quand même assez grandes en termes d'innovation ouverte. Des autres problématiques que j'ai vues, c'est la barrière de la langue également, en fait. Je pense que même si on est de plus en plus habitué en France à parler anglais, c'est quand même une barrière assez importante pour ces startups aujourd'hui. Donc je vois quand même cette barrière lorsqu'on a des startups qui ont souhaité promouvoir au-delà de la France. Ils ont du mal à avancer parce qu'il y a cette barrière de la langue, en fait. Donc je pense qu'il faut être prêt à s'investir aussi sur ce niveau-là parce que l'anglais est un peu partout, même dans l'écosystème Open Innovation, tout est fait en anglais. La plupart du temps, les écosystèmes sont en anglais, donc du coup, je pense que c'est important aussi. Et de façon générale, je pense que chaque pays est différent, la façon de travailler, comment les gens s'organisent. Je pense que de toute façon, les systèmes d'innovation ouverte, ils sont tous en train de s'aligner un peu de toute façon. Donc je pense que ici en France, on a mis beaucoup d'efforts dans cet écosystème également. On voit un peu Vivatech, hein, c'est fait pour d'avoir
cet écosystème un petit peu plus, pas focalisé uniquement sur la France, mais au niveau européen, mais au-delà aussi. Donc du coup, ça apporte beaucoup d'expérience et c'est intéressant d'avoir cette richesse ici à Vivatech. Merci beaucoup. Donc effectivement, je pense que ici c'est un peu l'exemple donc, effectivement de l'open innovation, hein, Vivatech. Mais c'est intéressant de voir cette notion de profondeur, de temporalité qui est un peu différente en termes de culture. J'avais jamais vu ça sous cet angle. C'est peut-être qu'on a peut-être une tendance en France à vouloir planifier et aussi faire un effort de planification de l'innovation. Et donc je comprends que d'autres pays ont une approche un peu différente. Il en faut ou pas, ou à définir. Il faut peut-être ajuster ce paramètre de temporalité. Alors on a parlé, donc ça c'est une métrique finalement, le temps. Tu as parlé de pas mal de métriques. Alors je me retourne vers Antoine. Quels seraient pour toi les KPI, les indicateurs de l'Open Innovation? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir dire c'est un succès ou c'est ma cible, c'est ma roadmap? Comment je mesure ça? Alors je vais commencer par une phrase de choc, mais moi, en fait, sans l'open innovation, en fait, Cast serait mort aujourd'hui. Tu vois, en fait, Cast serait mort tout simplement parce que l'open innovation, elle nous a servi à deux choses. La première, c'est de comprendre vraiment de manière très précise et en profondeur les besoins de nos clients sur quelque chose qui n'existait pas. Donc en fait, il a fallu passer beaucoup de temps avec eux, poser des questions, creuser, etc. pour arriver sur une compréhension fine de leurs problématiques et de comment on pourrait y répondre. Parce qu'encore une fois, le problème était là, mais la solution n'existait pas. Donc on a dû créer la solution sur un nouveau problème qui était complètement nouveau. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, ça nous a permis d'établir une relation avec nos clients, une relation de confiance qui vit encore aujourd'hui et qui est encore alimentée au travers de tous les échanges autour justement de cette innovation. Et ça, c'est des points qui sont hyper importants. Donc pour nous, si tu veux, les KPI de succès de l'open innovation, c'est clair que si on va jusqu'au bout de la ligne, c'est le business. C'est clairement, est-ce qu'on arrive à vendre nos solutions? Est-ce qu'on arrive à les vendre plus cher que les autres? Est-ce qu'on arrive à rester dans la course? Parce qu'encore une fois, nous, on est dans un domaine qui est, autant ça n'existait pas il y a 5 ans, autant aujourd'hui, c'est hyper concurrentiel. C'était lovable. Et ouais, il faut exactement. En fait, les Cast, on veut en faire une love brand, tu vois. Donc c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Catherine. Nous, la partie lovable, elle est hyper importante. Donc au début, on démarre par un MVP effectivement pour tester que ça fonctionne, parce qu'en fait, encore une fois, même nous, fonctionnellement, en fait, techniquement parlant, on savait pas si ça allait fonctionner ou pas. Et après, effectivement, une fois que ça fonctionne, tu te dis non, en fait, comment on fait pour être lovable? Comment on fait pour être indispensable pour nos clients, pour qu'ils nous adorent? Et donc ça, après, c'est pas forcément de l'innovation technique. C'est-à-dire que nous, on a aussi de l'innovation juste de service qu'on a développé. On a des innovations aussi de partenariat. Par exemple, on est en partenariat avec des entreprises qui sont beaucoup plus grosses que la nôtre, comme Prisma Media ou Comment ça marche, qui sont des dizaines ou des centaines. Et en fait, on travaille avec eux. Donc, encore une fois, nous, on leur fournit la solution pour justement pouvoir diffuser les lives sur des réseaux médias. Et donc tout ça, donc, je t'ai dit que en tout cas le KPI, l'indicateur pour nous, c'était le retour sur investissement, donc c'était le chiffre d'affaires généré. Mais ensuite, si on remonte un petit peu la chaîne, c'est quelle attractivité tu vas avoir par rapport à tes clients ou à des nouveaux prospects. C'est-à-dire, est-ce que tes clients ou tes prospects, lorsque tu vas les voir, ils se disent « Ah ouais, tiens, c'est intéressant, c'est quelque chose de nouveau ». Et ensuite, tu peux remonter la chaîne sur différents silos, sur par exemple le silo technique. En fait, l'innovation, c'est OK, tu as innové, mais en quoi cette solution-là, elle est différente de celle d'un voisin? Et est-ce que tu as innové dans le bon sens? Est-ce que tu as fait quelque chose qui avait vraiment créé de la valeur, comme ce que disait Catherine tout à l'heure? Ou est-ce que tu as juste innové pour faire quelque chose qui n'existait pas techniquement, mais qui ne crée pas de valeur? Et ça arrive souvent, surtout chez les ingénieurs. Donc c'est là où il faut faire attention. C'est que l'innovation, parfois, on crée de l'innovation. En fait, on fait de l'innovation, on a l'impression de créer de la valeur. En fait, on ne crée pas forcément de valeur. Donc pour nous, c'est vraiment les indicateurs, en tout cas qu'on regardait, c'était des indicateurs business. Quelle attractivité de la solution, quel impact sur le business, quelle finalement fluidité dans le cycle de vente, et ensuite quelle valeur autour des solutions qu'on pouvait vendre, et quel taux de concrétisation, donc quel taux de conversion à la fin. Ok, donc des ingénieurs qui parlent de KPI business. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a bouclé la boucle. Donc je pense qu'on touche à sa fin sur notre échange. Ce que je proposerais peut-être, c'est de refaire un dernier tour de table, tour de micro, et puis que chacun, vous puissiez nous donner peut-être un key takeaway, parce qu'on parle anglais dans l'innovation, pour nos alumni qui nous écoutent sur l'Open Innovation. Alors je vais commencer par toi, Catherine. Effectivement, je vais redire les 4 mots parce que je vais en rajouter un. Donc, il faut faire quelque chose de désirable, faisable, viable, parce que business model, et je vais rajouter durable. Parce qu'effectivement, il faut que ce soit win-win-win pour les profits, les personnes et la planète. Parce que si on fait des choses au détriment de la planète, c'est pas très durable. Donc, c'est important
aujourd'hui, encore plus qu'avant, de rajouter ce durable. Voilà. Désirable, faisable, viable et durable. Merci Catherine. William. Alors, de mon côté, je vais répéter aussi un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense qu'un des points importants, c'est toujours se focaliser sur la problématique qu'on a en face. Pas sur la solution, mais c'est important de se focaliser sur la problématique et tourner autour d'elle, pivoter si c'est nécessaire. Donc, je pense que c'est clé pour avancer dans l'innovation ouverte. Et après, le deuxième point que je voulais aborder, c'est aussi choisir les bons écosystèmes. Il y a parfois des écosystèmes qui sont un peu loin, éloignés de ce qu'on fait ou des industries dans lesquelles on travaille. Et je pense que c'est clé en fait pour avoir les bons interlocuteurs en face, de choisir les bons écosystèmes. Notamment côté Cellnex, on fait partie d'une alliance qui s'appelle Alliant, dans laquelle on est assez spécialisé dans les télécoms. Donc c'est des gros acteurs européens et pas que européens dans des telcos. On a Orange, on a Telefonica, KPN, Telecom Italia, TIM, Noche et d'autres opérateurs qui travaillent autour de l'écosystème ouvert. Donc on collabore pour l'innovation ouverte, on échange des bonnes pratiques, on échange aussi la carte un peu des startups sur lesquelles on souhaite partager sur des thématiques spécifiques. Je pense que c'est important de choisir aussi cet écosystème autour des thématiques aux problématiques qu'on souhaite attaquer si on est une startup. Voilà. Donc on ne choisit pas son problème, on reste focalisé dessus, mais on choisit son écosystème. Voilà le takeaway. Merci William. Et peut-être... alors il a déjà dit pivoter c'est innover, donc j'espère que c'est pas celui-là. Non, moi c'est plus pour tous les alumni qui nous écoutent et qui veulent lancer leur entreprise ou qui ont déjà lancé leur entreprise et qui se disent tiens, c'est quoi mon relais de croissance aujourd'hui ? En fait, l'innovation, c'est un super relais de croissance. Et quand on lance son activité ou quand on veut accélérer une activité, le fait d'ouvrir les yeux et de commencer à connecter réellement avec un écosystème autour de l'innovation, ça apporte vraiment de la valeur et ça fait vraiment la différence à la fois en interne, parce qu'on sent qu'on fait quelque chose de nouveau, différent, plus excitant, et sur le marché, parce qu'on est plus attractif, on est plus pertinent et on va aussi potentiellement plus vite. Bien, merci beaucoup à tous. Donc, il est temps de conclure. Donc, merci à nos 3 intervenants pour cet échange et les takeaways. Et un grand merci à notre sponsor, Capgemini, représenté ici par Catherine de Frog. Frog qui est une marque de Capgemini. Capgemini nous accompagne pour le cycle innovation, donc un ensemble de conférences, de débats, d'actions et d'événements avec les alumni autour de l'innovation et les amis de Mine Plus. Pour conclure, donc aussi merci à l'Institut Mines Télécom qui nous a hébergés aujourd'hui sur son stand à Vivatech. Et puis je pense que si pour tous ceux qui nous écoutent et les alumni, si vous aimez ce type de contenu, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous aider, rejoindre les bénévoles, n'hésitez pas, vous nous contactez, vous êtes les bienvenus. Et puis si vous voulez soutenir l'école aussi, ou soutenir l'école et soutenir les élèves, vous pouvez faire des dons à la Fondation Mines Télécom. Vous trouverez le QR code un peu partout, je suis sûr que vous le trouverez. Et donc merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous.